Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Je veux qu'on aborde ta prochaine conférence, c'est le 19 mai. Le 19 mai. Pas samedi de cette semaine. Le prochain. Le prochain samedi. Ça porte sur? Le diable. Ah, ça, le diable dans tous ses états. Est-ce qu'il va être là? Je sais pas, mais on a quand même une grosse première, par exemple. Jean Charest? Non. Je pense que c'est le diable. Je pense que Jean Charest. Ça pourrait, en tout cas, on l'a beaucoup Diabolisé, démonisé, oui. ouais. Oui. Écoute, la première, c'est en ce sens que il va y avoir une partie de la conférence qui va porter sur le phénomène de la possession diabolique. Et pour la première fois, on va avoir un véritable médecin. Donc, pas un type qui s'improvise médecin, là, puis qui vend des souliers la fin de la semaine. Un vrai de vrai médecin. Ouais. Il est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières en anatomie. C'est le professeur Régis Ollery. Il enseigne donc aux futurs médecins. Il est un de ceux qui a développé la technique de plastification. Tu te rappelles cette exposition il y a quelques années? Van Hagen, là, dont les corps étaient présentés, plastifiés. Ouais. Ollery, il y a quelques années, était en Allemagne et avec Van Hagen, il a travaillé à ce développement de cette technique. Donc, le docteur Ollery s'est beaucoup intéressé au phénomène de la possession diabolique comme médecin. Et pour la première fois, un médecin, donc, va venir se prononcer sur cette thématique de la possession diabolique. À mon avis, c'est une première au Québec où un médecin se prononce sur ce sujet-là. Et donc, il va être avec nous samedi le 19 mai pour cette conférence. Il va assumer, en fait, la deuxième partie de la conférence. Et on l'aura ici même en ondes mercredi prochain. Parfait. Pour nous parler de ce truc-là. Donc, pour les gens qui voudraient avoir de l'information pour la conférence, un site à retenir, le christianpage.ca, www.christianpage.ca. Toutes les informations sont là. Bon, le diable, ça c'est drôle. Le diable. Oui, c'est un bon sujet. Ça va être bon. OK, cette semaine, tu veux aborder un grand complot. Un grand complot. En fait, quand on parle de la mère de tous les complots, on en revient presque éternellement aux Kennedy. Les Kennedy, pour les gens qui sont nés dans les années 80, c'est difficile de s'imaginer, mais les Kennedy dans les années 60, c'était un petit peu notre famille royale. Ils faisaient la manchette, on suivait tout ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est une famille qui a été marquée par le destin. Le premier fils, Kennedy, est décédé durant la Deuxième Guerre mondiale. Le fils suivant, John, est décédé comme président. Et Robert Kennedy, celui qui va être l'objet de notre chronique d'aujourd'hui, est décédé, assassiné lui aussi, alors qu'il se présentait aux élections. En fait, il poursuivait une course pour être le représentant démocrate pour les futures élections présidentielles. Ouais, lors de primaires. Lors des primaires. Donc là, parce que bon, il faut être élu à la tête du parti, comme le Parti démocrate, par exemple, pour être éventuellement élu président. La seule place où tu peux être élu sans être élu réellement, c'est en Floride. Mais ça, c'est autre chose. Donc, et pourquoi Robert Kennedy? Pourquoi aujourd'hui? Écoute, le 22 février dernier, l'avocat William Pieper, un avocat de New York, a déposé en cours de la Californie une motion d'habeas corpus pour que soit libéré son client, nul autre que Sheeran Bishanroch Sheeran, celui qui a été accusé d'avoir assassiné Robert Kennedy. Et pourquoi? Parce que l'avocat Pieper soutient qu'il a maintenant de nouvelles informations qui sembleraient démontrer que Sheeran a été manipulé. Il n'était qu'un, passe-moi l'expression anglaise, mais un patsy, un bouc émissaire pour cette histoire d'assassinat. Et cette information prononcée par Pieper il a sorti de nouveaux témoins, des témoins qui étaient passés sous silence, des gens qui avaient gardé de l'information. En fait, l'information avait déjà été donnée au FBI, mais le FBI a visiblement étouffé l'affaire. Ces gens-là parlent maintenant. Et on a vu il y a quelques jours, CNN notamment a fait la promotion, en fait, la médiatisation de l'un de ses témoignages, une femme qui s'appelle Nina Hughes, qui était à l'époque, elle était vedette dans une sorte de soap américain. Elle travaillait comme bénévole à la campagne du futur candidat Kennedy, et elle a été témoin, donc elle se trouvait à l'hôtel Ambassadeur lorsque le candidat Robert Kennedy est assassiné. On la voit d'ailleurs en photo, avec Robert Kennedy. Oui, absolument. Et tu sais que je suis bien placé pour parler de ça parce que à la fin des années 90, j'ai développé une bonne relation d'amitié avec Pierre Salinger. Salinger avait été le porte-parole de la Maison-Blanche à l'époque de Kennedy, et il était également le conseiller de John F. Kennedy, et il était le conseiller médiatique de Robert Kennedy durant cette campagne. Et il se trouvait ce soir-là à l'Ambassadeur Hotel, et là je te le dis, lui-même Salinger, qui a longtemps cru à la commission Warren dans l'assassinat de John F. Kennedy, et ensuite dans la commission de la police de Los Angeles qui avait fait l'enquête là-dessus, lui-même à la toute fin, avant de décéder, était convaincu qu'il y avait eu
conspiration dans ces deux cas-là. Mais parlons d'abord de ce Robert Kennedy. Il a 42 ans à ce moment-là. Il est le gouverneur de l'État de New York. Il a été de 1961 à 1964. Il a été le représentant du ministère de la Justice aux États-Unis. Il avait été placé là par son frère. Et ensuite, après la succession de son frère avec Johnson, il a gardé un peu ce mandat-là. Et puis, il se retire en 64 pour devenir le gouverneur de l'État de New York. Et il espère devenir le représentant démocrate pour les futures élections, donc présidentielles. Donc, il a 42 ans, le 4 juin 1968. Donc, on se retrouve un peu à cette époque. Hein, on fait un recul dans le temps. On est le 4 juin 1968. Il y a ces élections en Californie pour l'élection du candidat au Parti démocrate. Et donc, ce jour-là, Kennedy va passer la journée chez son ami John Frankenheimer. C'est assez curieux parce que Frankenheimer, en 1959, avait produit un film qui s'appelle The Manchurian Candidate et qui était l'histoire de tueurs qu'on avait, en fait, conditionné par l'hypnose pour commettre un crime, assassiner le président des États-Unis. Et c'est drôle parce que cette histoire de Manchurian Candidate, de candidat de Mandchourie, va revenir dans l'assassinat de Robert Kennedy, comme on va le voir. Donc, il passe cette journée-là en compagnie de cet ami-là, ce réalisateur d'Hollywood. Et puis, vers 22 heures, il se présente à l'hôtel Ambassador. Déjà, les rumeurs le donnent gagnant pour l'élection. Alors, il est là, il serre des mains, et puis vers à peu près 22h30, 23h, il prend la parole. Finalement, les chiffres tombent. Il a été élu. Il représentera le Parti démocrate, à tout le moins pour l'État de Californie. Alors, il se prononce. Oui, il se prononce donc, et puis il dit aux gens, il finit son discours en disant, on se retrouve dans l'Illinois, Chicago, où on compte bien remporter la victoire. Et là, il se retire. À partir de là, il commence à y avoir un cafouillage. Hein? On va le savoir après la pause. Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5. Je suis toujours prêt, moi, Larry, n'importe quand. Alors, de retour avec Christian Page. Christian, donc, Robert Kennedy vient de faire son discours. À l'hôtel Ambassador. Il annonce il va retrouver ses collaborateurs à Chicago. Il compte gagner l'État du Michigan, à Chicago. Et là, il est à peu près minuit 15. On est donc rendu le 5 juin. Et là, il y a un cafouillage. En fait, il doit rejoindre Pierre Salinger dans une salle de conférence qui se trouve tout près, où les journalistes l'attendent. Mais soudainement, il est pris par un maître d'hôtel qui l'entraîne vers les cuisines. Il se tourne à droite, mais finalement, donc, on l'amène à gauche. On l'amène à gauche. Et là, bon, on va dire ultérieurement qu'on voulait contourner la foule des gens qui étaient là. Quoi qu'il en soit, Kennedy se dirige vers les cuisines. Il serre des mains au passage et puis, à un moment donné, il se retrouve devant Sheeran qui est droit devant lui. Il est à peu près à 1m50. Sheeran dégaine son arme. Il s'agit d'un petit revolver, pas très puissant, un Johnson Ivy de calibre 22. Et là, il va décharger son arme en direction de Kennedy. L'arme contient 8 balles, donc il tire tous les coups et il est finalement immobilisé par des gens qui sont autour de Kennedy, de l'entourage de Kennedy. 6 personnes sont atteintes par les balles tirées par Sheeran. Une seule est atteinte mortellement. Il s'agit bien sûr de Robert Kennedy. 4 balles ont atteint Kennedy, 2 derrière l'épaule, une derrière l'oreille droite, c'est la balle meurtrière, et une autre a simplement traversé son veston. Alors évidemment, on immobilise Sheeran. Rapidement, Kennedy est envoyé à l'hôpital des Bons Samaritains à Los Angeles où on l'opère immédiatement au cerveau. Les dommages sont très importants. Le pronostic est mauvais. On ne croit pas que Kennedy va s'en tirer. Même s'il devait survivre à sa blessure, les dommages, les lésions au cerveau sont très importants. Et 26 heures après avoir été admis à l'hôpital, une déclaration est faite. Robert Kennedy est mort. À ce moment-là, le corps de Kennedy est confié au docteur Thomas Nagochi, qui est pas n'importe quel médecin. C'est le médecin-chef du district de Los Angeles, mais c'est une célébrité. Hein. Nagochi, c'est lui qui a fait l'autopsie de Marilyn Monroe. C'est lui qui a fait l'autopsie des victimes dans l'affaire Charles Manson. C'est lui qui a fait également l'autopsie de Natalie Wood. Donc, c'est un individu qui jouit d'une certaine célébrité. On va s'inspirer de lui pour la fameuse série télévisée Dr. Quincy dans les années 70. Donc, on confie le corps à Tom Nagochi, qui procède à l'autopsie immédiatement. Et là, il conclut, Nagochi, que la balle meurtrière a été tirée à 2,5 cm derrière l'oreille droite de Robert Kennedy. À 2,5 cm. À 2,5 cm. Donc, c'est à peu près 1 pouce derrière l'oreille droite. Et là, les témoins sont unanimes. Sheeran n'a jamais été aussi près de Robert Kennedy. Alors déjà là, au départ, on a une évidence médicale qui semble suggérer que quelque chose ne tourne pas rond dans l'assassinat de Robert Kennedy. Alors au moment où on annonce que Kennedy est mort, évidemment, on se tourne vers son agresseur, qui est ce Sheeran Bishanara Sheeran. Alors, faut le dire, c'est un type d'obédience chrétienne, il est palestinien.
Il a 24 ans. Ses parents ont immigré aux États-Unis au milieu des années 60. Il a été garçon d'écurie. Il rêvait d'ailleurs de devenir jockey. Il a joué beaucoup aux courses. Il a perdu gros. Il est endetté. Et puis à partir de 1966, il va amorcer un curieux virage. Il va s'intéresser beaucoup aux groupes fondamentalistes religieux. Il va côtoyer par exemple les baptistes, les fondamentalistes, tout ça. Et puis il va également faire un peu d'incursion dans le milieu de l'occulte. Il va développer aussi un intérêt tout à fait étonnant pour l'hypnose. Il dit lui-même qu'il peut se placer en auto-hypnose pendant des heures, etc. C'est assez curieux cet intérêt-là qu'il va développer pour l'hypnose. Et puis à ce moment-là, évidemment, ses intérêts, pourquoi avoir tiré sur Robert Kennedy, il va apparemment développer une haine viscérale pour Robert Kennedy qu'il tient responsable pour la guerre des 6 jours qui s'est tenue 1 an plus tôt. Donc la guerre des 6 jours, c'est une guerre éclair qui avait opposé Israël à ses voisins arabes. Et à ce moment-là, Robert Kennedy avait apporté son support, avait annoncé qu'il supportait l'Israël dans ce travail-là. Il a même déclaré que si éventuellement il était élu président, il enverrait 50 jets Phantom à Israël pour s'assurer d'une protection. Alors pour ce fameux Shiran Bishera Shiran, cette histoire-là, ce support que Kennedy offre à l'Israël, pour lui c'est comme une claque sur la gueule aux Palestiniens. Et là il va développer cette haine. On va retrouver chez Shiran une sorte de journal dans lequel il a écrit des trucs genre « Robert Kennedy doit mourir, je dois tuer Robert Kennedy ». Et avec ça, il y a également de l'écriture automatique que des esprits apparemment ont confié à Shiran. Donc, on est en présence d'un individu qui est relativement troublé. Alors, très rapidement, il va y avoir un procès. Le procès s'ouvre en 1969, le 10 février 69. Et là, c'est assez curieux parce que les avocats de Shiran ne contestent pas les faits. En fait, ils demandent à Shiran de dire qu'il est responsable de la mort de Kennedy. Et lorsque le juge s'adresse à lui demandant « Est-ce que vous êtes coupable ?» Shiran se lève et dit « Oui, je suis coupable avec 20 ans de malveillance », en faisant référence que l'État d'Israël a été créé en 1968 et qu'on est en 1948 et qu'on est en 1968. Mais Shiran va dire qu'il ne se rappelle de rien. Pour lui, là, il ne sait pas comment il s'est retrouvé là. Il dit que ce jour-là, le jour du 4 juin 1968, il a rencontré une dame, elle a mis du sucre dans son café, et à partir de là, bang, snap, plus rien. Il ne se rappelle plus de rien. Il ne sait pas comment il s'est rendu à l'hôtel Ambassadeur. Il ne se rappelle pas avoir tiré sur Robert Kennedy, mais il reconnaît les gestes qu'on lui pose. En fait, ses avocats n'essaieront même pas de mettre en lumière les incohérences des témoignages, parce que des gens soutiennent avoir entendu plus de coups de feu que Shiran aurait pu en tirer. Son arme en contenait 8, des gens parlent d'avoir entendu 10, 11, 12 coups de feu. Personne ne va évoquer ces témoignages-là en cours. On ne parlera pas non plus du rapport d'autopsie de Tom Nagochi, qui dit que la balle meurtrière a été tirée dans le dos de Robert Kennedy à moins d'1 pouce, donc 2,5 cm, alors que Shiran a toujours été devant Robert Kennedy. On ne mentionnera pas non plus une tuile au plafond où il y a eu un impact de balle qui est situé derrière Shiran. En fait, les avocats ne cherchent pas à mettre en lumière ces éléments-là. Pour eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de dire à Shiran, tu es responsable, reconnais ta culpabilité, et eux vont essayer de jouer la carte de la folie, parce que Shiran est passible de la peine de mort, et si on joue la folie, évidemment, il pourra échapper à la chaise électrique. On continue dans un instant avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. De retour avec Christian Page et ce complot à propos de Robert Kennedy. Donc, on est au procès. Comme je l'ai mentionné juste avant la pause, les avocats ne cherchent pas à mettre en lumière. Parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, l'idée n'est pas de prouver la culpabilité, mais de semer le doute dans l'esprit du jury. C'est au-delà de tout doute raisonnable. Et pourtant, il y a des éléments qui pourraient semer le doute. Les avocats ne cherchent pas à faire ça. Ils tentent de permettre à Shiran d'échapper à la chaise électrique en le faisant passer pour fou. Mais si c'est pas Shiran qui a tué Kennedy? Voilà, on va arriver à ça. Qui l'a tué? Il y a plusieurs théories autour de ça. Donc, au moment du procès, on élimine ça. Lorsque Shiran est condamné, il est finalement condamné à mort. Ouais. En 72, la peine de mort est commuée en prison à perpétuité. Donc, les prisonniers qui attendaient d'être exécutés voient leur peine commuée. C'est vrai pour Shiran, c'est vrai également pour Charles Manson, qui lui aussi attendait une exécution. C'est sympathique. Et là, immédiatement après il va être à ta conférence samedi prochain. Oui, le diable. Charles Manson. Et immédiatement après le procès de Shiran, la police de Los Angeles fait
disparaître 2500 photographies, dont les fameuses photographies qui montrent les impacts de balles dans des chambranles de portes et dans les tuiles au plafond. On fait disparaître également des documents de transcription, de témoignages, etc. Et Parce que la télé était sur place, hein? Exact. En fait, la télé n'était pas sur place. On avait filmé l'entrevue avec Kennedy, mais il n'y a pas de film qui montre son assassinat. Mais on a un enregistrement audio. Et là, on en arrive à cette histoire d'habeas corpus et le fait de ce dépôt fait par la demande, en fait, de l'avocat de Sheeran, parce que maintenant, on a de nouveaux éléments. Non seulement on a des témoignages de gens qui n'ont pas parlé pendant 45 ans, qui disent, écoutez, on était là, il y a des coups de feu qui ont été tirés, plus que 8 coups de feu qui ont été tirés. L'une d'entre elles est celui de Madame Hughes, qui, elle, dit, écoutez, je me trouvais à moins d'un mètre de Robert Kennedy, et les premiers coups de feu venaient de derrière Robert Kennedy et non de devant Kennedy, où se trouvait Sheeran. Et on a un enregistrement acoustique. Il y avait un journaliste, Stanislas Pononsky, qui était là, qui, lui, était un journaliste freelance et qui avait donc enregistré les déclarations de Robert Kennedy. Il suivait Robert Kennedy dans les cuisines. Le microphone était ouvert. On va entendre cet enregistrement-là. C'est l'enregistrement des détonations. Il faut faire très attention parce qu'on les entend pas très bien. De l'entendre à peu près 3 ou 4 secondes après le début, on va entendre une pétarade qui ressemble à des pétards. C'est le bruit des détonations de l'arme supposée de Sheeran. Donc, c'est l'enregistrement. À l'époque, évidemment, on a fait entendre ça. On pouvait pas dire grand-chose. Maintenant, avec les systèmes acoustiques que l'on a, la technologie, on est capable de purifier, d'éclaircir les enregistrements. Et une analyse faite en 2007 démontre que sur cet enregistrement-là, il y a 13 coups de feu qui sont tirés, dont 2 tellement rapidement qu'ils ne peuvent pas avoir été tirés par la même arme. Or, tout le monde sont unanimes. Ce soir-là, il n'y a eu que techniquement 8 coups de feu tirés, les 8 coups de feu tirés par Sheeran. Il n'a jamais eu le temps de recharger son arme et pourtant la signature, l'enregistrement montre qu'il y a eu 13 coups de feu. Personne d'autre n'a dégainé son arme, même les sécurités autour de Robert Kennedy n'ont pas dégainé leur arme. La signature également montre qu'on est en présence de 2 enregistrements audio différents pour les coups de feu, ce qui veut donc dire que les détonations proviennent de 2 armes différentes ou placées à 2 endroits différents à cause d'un effet qu'on appelle l'effet Doppler. Donc, il y avait donc 2 armes ce soir-là qui ont fait feu. Et c'est à partir de ces éléments-là que l'avocat de Sheeran demande aujourd'hui une réouverture de l'enquête avec des nouveaux témoignages et encore une fois, l'idée n'est pas de prouver. Personne ne dit que Sheeran n'était pas là. Personne ne dit qu'il n'a pas fait feu sur le sénateur. Mais il est clair que, à la lumière de ces nouvelles informations, qu'il y avait un second tireur qui a fait feu en direction de Robert Kennedy et que Sheeran n'a peut-être été qu'un pâtier. Et l'hypothèse là-dedans, c'est qu'il aurait été l'un de ces fameux candidats manchouriens. On sait que la CIA avait développé dans les années 50 un système, un projet, le projet MK-Ultra, qui d'ailleurs qu'on a utilisé ici même à Montréal, qu'on a appliqué à Montréal avec des malades, des psychiatrisés de l'Institut Allen Memorial. Donc, l'idée était de créer des tueurs en faisant une sorte de lavage de cerveau. Donc, on soutient que Sheeran aurait été l'un de ces tueurs et, par des systèmes d'auto-hypnose, aurait été conditionné à tirer sur le sénateur Kennedy pendant qu'un autre homme de main faisait le travail. CIA, FBI, voilà, la mafia? Les candidats sont nombreux. Hein? Robert Kennedy, durant sa campagne, avait annoncé 2 choses qui ont peut-être joué en sa défaveur. Il avait annoncé une réouverture de l'enquête sur l'assassinat de son frère en 1963, donc le président John F. Kennedy. Et il avait également annoncé que s'il était élu président des États-Unis, il retirait les troupes du Vietnam. Alors là, on est en présence de 2 éléments qui ont sûrement pas fait l'affaire de tout le monde. Et on sait que, alors qu'il était au ministère de la Justice, Robert Kennedy s'était fait beaucoup d'ennemis. Faut le rappeler, lorsque son frère, au moment des élections, on sait maintenant que les frères Kennedy avaient demandé, John F. Kennedy avait demandé via son beau-frère, qui était membre du Rat Pack, donc ce groupe Sinatra, Bishop, Dean Martin et il avait demandé Sammy Davis, il avait demandé à Sinatra d'intervenir en son nom auprès de Sam Giancana qui représentait un syndicat, les Teamsters, syndicat de camionneurs, mais également qu'on côtoyait le milieu interlope, et tout ça a permis au Kennedy de remporter l'élection. Et immédiatement, lorsque Robert Kennedy s'est retrouvé au ministère de la Justice, il a entrepris une véritable chasse aux sorcières contre la mafia, contre le monde interlope. C'était
pas la meilleure façon de se faire des amis. Donc, évidemment, Robert Kennedy avait, on peut dire, une kyrielle d'ennemis. Tous ces gens-là ont pu tremper à un point ou à un moment donné ou à un autre dans l'idée de ce complot, de se débarrasser de lui. Tous des gens qui ont facilement accès à une arme en passant. Oh. C'est pas meilleure idée. Absolument. Merci beaucoup, Christian Page. Samedi le 19, c'est où sur le diable? C'est au centre communautaire Roussin, qui est à Pointe-aux-Trembles, 1225 Notre-Dame-Est. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. On fait ça demain midi. Au revoir.